Bonjour à tous et bienvenue sur Abysseur. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une histoire parmi les plus troublantes que l'on puisse imaginer dans les profondeurs d'une grotte. Une cavité étroite, sombre, presque oubliée, quelque part dans l'intérieur des États-Unis. 5 explorateurs progressent en silence jusqu'à ce qu'un seul faux pas transforme complètement l'expédition en quelques secondes. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément. Le dimanche 7 octobre 2000, un débuta comme bien d'autres matins d'automne dans l'arrière-pays de l'État de New York. Les grottes de Gage, un réseau naturel creusé dans la roche calcaire à proximité de la ville de Schoharie, étaient déjà bien connus des amateurs de spéléologie attirés par le monde mystérieux sous la surface. Aux alentours de 10h30, 5 amis arrivèrent à l'entrée de la grotte. Edward Galbavy, Kevin Shaw, Shioku Kudo, Adam Dobson et J.J. Brattingham. Le groupe était composé d'explorateurs expérimentés et de débutants, tous très enthousiastes à l'idée de partir à la découverte de cet endroit énigmatique. Les lieux étaient réputés pour leurs galeries sèches, mais aussi pour leurs passages humides traversés par de petits ruisseaux souterrains. Les amis s'étaient bien préparés, tous portèrent des casques équipés de lampes frontales, emportèrent des lampes de rechange, des piles supplémentaires, un peu d'eau et des encas légers. Ils portèrent des vêtements solides, adaptés à l'environnement comme de vieux jeans, des chemises à manches longues et des bottes robustes pour éviter de glisser sur les surfaces mouillées. Les plus expérimentés avaient aussi des petits sacs avec du matériel de secours, notamment une trousse de premiers soins. Avant de pénétrer dans la grotte, ils vérifièrent leur équipement et signèrent le registre à l'entrée. Une pratique essentielle pour signaler leur présence et leur heure de sortie prévue. Dehors, il faisait environ 10 degrés, un froid modéré pour la saison. Mais ils savaient que la température à l'intérieur resterait stable, autour de 11 degrés toute l'année. Vers 11h, le groupe s'engouffra dans la grotte par l'ouverture principale, une faille sombre dans la falaise qui avalait rapidement toute lumière naturelle. La salle d'entrée était suffisamment grande pour que les 5 puissent s'y tenir debout confortablement, mais en avançant, les galeries devenaient de plus en plus étroites. Ils choisirent de commencer par la partie sèche de la grotte, là où se trouvait un passage redouté, connu sous le nom de Balls Down Crawl, un tunnel si exigu qu'il fallait ramper complètement à plat ventre. Par endroits, il fallait même expirer profondément pour aplatir le torse et pouvoir passer. Pendant les 2 premières heures, tout se passa sans incident. Ils prirent des photos, commentèrent les formations rocheuses et profitèrent de l'ambiance souterraine. Vers 13h, ils revinrent dans une zone plus vaste, appelée l'amphithéâtre, une sorte de salle où plusieurs galeries se croisaient. Elle avait la taille d'une petite salle de classe, avec une hauteur permettant à chacun de se tenir debout. Ils s'y arrêtèrent pour manger, se reposer un peu et décider de la suite. C'est à ce moment-là qu'une petite ouverture dans la paroi attira l'attention de Shioku Kudo, une doctorante de 28 ans qui n'avait que peu d'expérience en spéléologie. Elle fut intriguée par une fissure horizontale qui semblait mener à une autre chambre. Le passage faisait environ 60 cm de large sur 45 de haut, juste assez pour qu'une personne mince puisse tenter de s'y glisser de côté. Étant la plus petite du groupe, Kudo proposa d'aller jeter un œil. Elle s'allongea sur le côté et commença à se faufiler lentement dans l'ouverture. Mais très vite, les choses se compliquèrent. Le passage, qui paraissait rectiligne, tournait brutalement vers la droite juste après l'entrée, un virage impossible à voir de l'extérieur. Pour continuer, Kudo dut pivoter le buste, ce qui la laissa coincée avec le haut du corps tourné, tandis que ses jambes restaient alignées avec l'entrée, formant un angle droit. La situation se détériora rapidement. Le boyau se resserrait précisément au niveau de sa cage thoracique. En tentant d'avancer ou de reculer, elle réalisa qu'elle était complètement bloquée. Les roches comprimaient douloureusement ses côtes, limitant ses mouvements. La surface irrégulière lui écorchait les flancs et sa respiration devenait laborieuse. Elle appela ses amis, essayant de garder son calme, mais l'angoisse montait. Kevin Shaw et Edward Galbavy furent les premiers à tenter de l'aider. Ils lui donnèrent des instructions, lui suggérèrent de changer de position, essayèrent de la tirer par les pieds ou de la pousser par les épaules sans succès. Chaque tentative semblait l'enfoncer davantage. L'angle à 90 degrés formait un véritable piège, facile à pénétrer mais presque impossible à quitter. La pression sur sa poitrine entravait sa respiration et elle ne pouvait plus bouger les bras pour se dégager. Après de nombreuses tentatives vaines, il devint évident qu'une aide extérieure spécialisée serait nécessaire. La température constante de la grotte, autour de 11 degrés, représentait un danger supplémentaire. Immobile, Kudo commençait déjà à perdre de la chaleur, augmentant le risque d'hypothermie. Shaw se porta volontaire pour ressortir de la grotte et appeler les secours, tandis que les autres restaient avec elle, essayant de la rassurer et de la maintenir éveillée.
Il refit rapidement le trajet jusqu'à la sortie et atteignit la surface vers 13h30. Dès qu'il capta du réseau, il appela les secours et décrivit précisément la situation et l'emplacement de Kudo dans la grotte. Des équipes spécialisées en secours souterrains furent dépêchées sur place, incluant des secouristes et des techniciens médicaux d'urgence. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'inconfort de Kudo empirait. La pression sur sa cage thoracique rendait chaque respiration douloureuse. Le sol dur lui engourdissait le bras et la hanche. L'obscurité, l'étroitesse du lieu et l'incertitude pesaient lourdement sur son moral. À 14h15, les premiers secours arrivèrent à l'entrée. Ils transportèrent des cordes, du matériel de communication, des fournitures médicales et des outils pour casser la roche. Rapidement, ils se divisèrent en équipes et se dirigèrent vers l'amphithéâtre. À 15h, la première équipe médicale atteignit Kudo. Un secouriste prit ses signes vitaux. Elle était coincée depuis près de 2 heures, les lèvres bleuies par le froid et le manque d'air. Ils tentèrent plusieurs méthodes déjà essayées par ses amis. Traction légère, pression coordonnée, application de lubrifiant pour réduire le frottement et même des mouvements de balancier pour la dégager. Mais la torsion de son buste et l'espace réduit empêchaient tout progrès. Avec la tombée de la nuit, de nouveaux experts arrivèrent sur les lieux avec du matériel supplémentaire. Ils installèrent un éclairage puissant pour mieux observer la scène et organisèrent la communication entre les équipes. Vers 17h, cela faisait presque 4 heures qu'elle était coincée et son état inquiétait les secouristes. La douleur devenait insupportable et le froid épuisant. À 19h20, 2 spéléologues expérimentés, Joe Armstrong et Ken Fortuin, arrivèrent avec des outils adaptés aux passages étroits, comme des forêts et des ciseaux à roche. Ils comprirent vite que seule la suppression d'une partie de la roche autour d'elle permettrait de la libérer. Un travail délicat et risqué. Le moindre faux mouvement pouvait provoquer un éboulement ou libérer de la poussière, rendant la respiration encore plus difficile. Ils identifièrent les points précis à dégager en minimisant les risques. Pendant plus d'1 heure et demie, ils enlevèrent morceau après morceau, centimètre par centimètre. Kudo resta consciente, mais l'épuisement se faisait sentir. Cela faisait déjà presque 8 heures qu'elle était coincée dans cette position infernale, le corps compressé, l'air manquant. Enfin, peu après 21h, Armstrong et Fortuin réussirent à dégager assez d'espace pour l'extraire. La douleur fut intense lorsque la circulation sanguine revint dans les membres restés comprimés si longtemps. Elle fut immédiatement enveloppée dans des couvertures thermiques et prise en charge par les secours pour prévenir l'hypothermie et les blessures dues à la pression. Ses côtes étaient très endolories et elle avait perdu en partie la sensibilité corporelle. Avant de la faire sortir, l'équipe lui laissa un moment pour récupérer. Elle but un peu de liquide chaud et se reposa près d'1 heure. Quand elle se sentit plus stable, elle fut guidée avec prudence à travers les galeries. À 22h20, après près de 9h30 coincée, Shioku Kudo ressortit enfin des grottes de gage dans l'air frais de la nuit. Une ambulance l'emmena directement à l'hôpital pour des examens et des soins. Étonnamment, malgré l'épreuve, elle ne conserva aucune séquelle permanente. Ses blessures se limitaient à de lourds hématomes, une compression temporaire des nerfs et un traumatisme psychologique lié à l'expérience. Après l'incident, des experts comme Tom Engel évoquèrent des confusions dans les premières heures du sauvetage, concernant le temps pendant lequel Kudo était coincé, ce qui aurait pu retarder la mobilisation des secours. Il rappela qu'en spéléologie, si une personne reste coincée plus de 15 minutes, l'assistance extérieure doit être sollicitée immédiatement. Malgré tout, Shioku a survécu à un véritable cauchemar. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle vous emmènera vers un autre récit d'exploration souterraine qui a très mal tourné. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent de mes vidéos et à très bientôt pour une nouvelle exploration.